Bonjour à tous et à tous. Je suis Kossi Balao, le directeur du forum Pamela Award de reportage sur les crises mondiales. C'est un forum du Centre international pour les journalistes CFJ basé à Washington et lancé en anglais, en français, en espagnol, en arabe et en portugais en collaboration avec le réseau international des journalistes IGINET dans le but de promouvoir un journalisme de qualité en offrant de l'aide, des ressources, des opportunités, des formations aux journalistes et tous ceux dont ils ont besoin pour mieux travailler. C'est donc un plaisir pour moi de vous retrouver, comme chaque semaine, pour discuter d'un sujet qui fait avancer la profession. Aujourd'hui marque notre 78e webinaire et pour cette occasion, nous allons, comme l'évoque le thème de cette rencontre, discuter des erreurs que doivent éviter les journalistes généralistes qui sont souvent amenés à réaliser des reportages ou à couvrir des questions scientifiques. Comment ces journalistes peuvent-ils appréhender la science? Que doivent-ils savoir avant d'écrire un article scientifique? Écrit un article sur la science de la même manière qu'on écrit un article sur la politique, la culture, le sport ou l'économie? Quels sont les principes du journalisme scientifique? Quels sont les outils de base pour mieux raconter la science? Quelles compétences doivent acquérir les journalistes généralistes qui souhaitent expliquer la science et la faire comprendre à leurs lecteurs? C'est un peu l'objet de ce webinaire pour lequel nous avons l'immense privilège et honneur de recevoir M. Joël Leblanc. La science est un monde qu'il connaît, qu'il observe, qu'il raconte et dont il partage les connaissances avec le grand public à travers des articles, des émissions à la radio et des conférences auxquelles ont assisté des milliers de jeunes. Vous l'avez donc compris, M. Leblanc est un fin connaisseur du monde scientifique. Il est journaliste scientifique depuis plus de 20 ans, formateur, conférencier, recherchiste, rédacteur, concepteur de matériel pédagogique scientifique, biologique et paléontologue de formation. Et il est l'actuel président de l'Association des communicateurs scientifiques du Québec. Il est avec nous pour partager avec vous quelques bonnes pratiques sur la façon de mieux couvrir la science. C'est un honneur de vous recevoir, Monsieur Leblanc. Soyez les bienvenus. Oui, bonjour. On m'entend bien, ça va? Oui, ça va. Excellent. Alors, donc, j'ai rarement c'est rare qu'on me présente de façon aussi élogieuse et flatteuse. Je vais tenter d'être à la hauteur de cette présentation. Bonjour à tous et à toutes. Présentement, la plateforme ne me permet pas de voir vous êtes combien, mais on m'a parlé d'une centaine de personnes. Alors, bonjour tout le monde. Je vous parle d'une petite ville qui s'appelle Lévis. C'est au Québec. Le Québec est une province du Canada. Le Canada est anglophone, mais le Québec est à majorité francophone. Donc, on est une petite communauté francophone dans une grande mer nord-américaine anglophone. Ça a ses particularités, dont je ne m'étalerai pas là-dessus, mais donc, je travaille, moi, depuis 22 ans comme communicateur scientifique. Je dis communicateur, ça inclut tout plein de choses, mais dont le journalisme scientifique. Et je fais ça donc depuis 22 ans et j'ai pu constater une espèce d'évolution depuis 22 ans. Autant dans ce métier-là du journalisme scientifique, il y a un intérêt en déclin, il y a de moins en moins de gens qui veulent pratiquer ce métier-là, mais aussi du côté de la population, de nos lecteurs ou nos auditeurs. Mettons que je dirais que la perception de la science et appelons ça un peu pompeusement, le respect envers la science a beaucoup décliné. Il y a un mouvement anti-scientifique de plus en plus palpable, de plus en plus présent. Donc, ça a changé depuis 22 ans la façon de faire du journalisme scientifique parce qu'il faut être conscient qu'à l'autre bout, au bout de la chaîne, à l'autre bout, le lecteur qui lit mon article, ben, il y a peut-être un fond d'anti-science ou de méfiance envers la science et tout le reste avec les gouvernements aussi. Je vous amène un peu dans une histoire un peu concrète. Moi, ici, au Québec, on a quelques journaux. Un des journaux que moi, personnellement, je considère un des plus respectables en termes de rigueur scientifique, en termes de véracité, de code d'éthique des journalistes. Ben, malgré ça, malgré que moi, je le considère comme au sommet ici au Québec, ben, il y a quelques semaines, il y a environ 3 ou 4 semaines, il y a une chroniqueuse, donc une journaliste de ce journal-là, qui a publié une lettre, une chronique, pardon,
dans laquelle se succédaient plusieurs inexactitudes scientifiques par rapport à la pandémie. Je vous fais un petit partage d'écran très rapide. Je l'avais sorti tout à l'heure. Oh, j'ai trop d'écrans d'ouvert. Je m'excuse. Bon, peu importe. Ah, voilà. Excusez-moi. Donc, partager. Ça s'appelait « La pandémie revue et corrigée ». Donc, elle s'appelle Francine Pelletier. Donc, là, ce que vous voyez, la version que vous voyez, c'est que par la suite, il y a eu beaucoup de protestations parce qu'il y avait tellement d'inexactitudes scientifiques dans son texte que assez rapidement, il y a des voix qui se sont élevées autant du côté des scientifiques que du côté des journalistes scientifiques comme moi. Et moi, quelques jours après, j'ai envoyé une lettre à ce journal-là, Le Devoir, lettre qui a été publiée dans leur page, lettre ouverte, et qui s'intitulait pour des journalistes scientifiques, pour des journalistes mieux formés en sciences. Et je n'avais volontairement pas écrit journaliste scientifique parce que Mme Pelletier, dont vous voyez le texte, n'est pas journaliste scientifique, elle est journaliste généraliste, comme on les appelle ici. Donc, la version maintenant, et par la suite, la rédaction en chef du journal a ajouté tout ce que vous voyez ici écrit en italique, ce n'était pas dans le texte d'origine, ce sont des corrections. Tout ça, jusqu'ici, voilà la rédactrice en chef qui présente ses excuses au lecteur et qui amène tout plein de corrections. Et la fameuse chronique commence ici. Et puis, bon, elle s'étalait sur une certaine longueur. Donc, petite anecdote, c'est que j'ai donc pris rapidement le clavier pour dire, et je n'ai pas tapé sur elle, je n'ai pas tapé sur cette chronique-là, je n'ai pas tenté d'apporter des corrections parce que plein de gens l'avaient fait, mais j'ai plutôt utilisé ça comme occasion pour faire un peu d'éducation aux journalistes généralistes en leur disant, ben, on ne parle pas de science comme on parle de politique ou d'économie ou ou comme le disait Cossy d'entrer en matière tout à l'heure. Il y a une façon de faire. Et c'est ce que je découvre. Moi, je n'ai pas de formation en journalisme. J'ai une formation scientifique au départ. Comme le disait Cossy tout à l'heure, moi, j'ai une formation en biologie et en paléontologie. Je ne pratique plus, mais j'ai ma formation en sciences et parce que j'ai fait ce qu'on appelle une maîtrise ici, un master, j'ai été un peu initié à la recherche, à la façon dont se découvrent les connaissances scientifiques, puis à la façon dont on fait la science. Et tout ça est très contrôlé, tout ça est très régulé. Il y a une façon de faire de la science et surtout, il y a une façon de diffuser nos résultats. Lorsqu'on fait des découvertes, lorsqu'on arrive avec des résultats de recherche, les chercheurs ont une façon bien particulière de diffuser leurs résultats. Il faut en être conscient lorsqu'on veut parler de la science. Il faut être conscient de tout ce qui est arrivé en amont, tout ce qui s'est passé auparavant, avant qu'une découverte finisse par paraître et être publiée. En journalisme, tout court, on apprend souvent qu'un débat est un débat et qu'on devrait laisser la parole à tout le monde dans un débat. Bien, malheureusement, ça ne marche pas en science parce que habituellement, lorsqu'on arrive avec un savoir scientifique, avec des connaissances scientifiques, le débat a déjà eu lieu et il a permis d'éliminer des hypothèses, d'éliminer des prétentions, des affirmations qui ont été testées, qui ont été vérifiées, qui ont été confirmées ou infirmées. Et ce qui finit par sortir, le ménage a un peu été fait. On a déjà éliminé les hypothèses invalides. Il faut en être conscient, ça. Et lorsqu'on arrive dans un domaine scientifique, on veut écrire là-dessus, il faut être conscient que ce qui paraît maintenant, ce qui a été publié, je vais en parler dans quelques instants, des fameuses publications, ce qui a été publié a fait l'objet d'un travail d'émondage au départ et on arrive avec quelque chose de crédible, normalement. on va en parler un peu tout à l'heure. Donc, ce n'est plus pertinent de laisser la voix, de laisser le micro ou d'offrir la parole à d'autres personnes qui ont des voix différentes, à moins qu'elles arrivent avec des preuves de ce qu'elles avancent. Mais quelqu'un qui arrive avec une opinion, un point de vue différent de ce que la science, que le consensus scientifique dit, n'a pas beaucoup de pertinence et beaucoup de valeur, à moins qu'il ait des preuves vraiment solides de ce qu'il avance. Je vais décortiquer un peu tout ça dans quelques instants. Donc, si en journalisme, un débat est un débat, en science,
ça existe, des débats scientifiques, mais à un moment donné, quand un domaine de science est très avancé et très solide, il n'y a plus beaucoup de place au débat. Ce n'est pas parce qu'on fait taire les voix divergentes, c'est parce qu'elles n'arrivent plus à s'affirmer d'elles-mêmes. Je disais tout à l'heure que la façon de publier, la façon de diffuser des résultats scientifiques est très particulière. J'ai ici avec moi, je vous le montre à l'écran, un journal scientifique, une revue scientifique. Ça peut ressembler à un magazine comme on en trouve en kiosque. C'est une belle couverture colorée. Ils font des beaux efforts pour rendre ça bien beau. Celle-là, moi, j'aime bien cette couverture-là aussi. C'est très joli. Mais ce n'est qu'une apparence. Vous ne trouverez pas ces revues-là en kiosque. Vous ne pourrez pas les acheter au marchand de journaux d'à côté parce que ça ressemble à des magazines seulement en apparence. À l'intérieur, c'est très costaud, c'est très compliqué à lire, c'est très difficile. C'est des graphiques, des photos au microscope, beaucoup, beaucoup de texte. Donc, c'est ce qu'on appelle des publications scientifiques ou des articles scientifiques. Et là, je dis article, ce n'est pas au sens journalistique du terme, c'est au sens scientifique du terme. Donc, des publications scientifiques. Et là, je vous l'ai montré sous forme papier. Je vous avoue que c'est beaucoup, beaucoup moins souvent sous forme papier. C'est beaucoup plus numérique maintenant. Tout ça se trouve sur le web. Je vous présente à nouveau. Excusez-moi, j'ai vraiment beaucoup d'onglets d'ouvert. Je m'étais pourtant préparé. Ah, voilà. Alors, j'ai par exemple un article dans Nature, j'y vais d'un domaine avec lequel je suis familier, la paléontologie, mais il y en a de toutes les sortes. Le journal que je vous ai montré il y a quelques instants, qui s'appelle Nature, c'est un des plus connus et un des plus prestigieux. Quand un scientifique réussit à publier ses résultats dans Nature, il y a de quoi être fier et ça a un impact assez important dans sa vie de chercheur. Mais sachez qu'il en existe des milliers d'autres titres comme ça, certains moins connus, certains moins prestigieux. Mais bon, les plus connus sont celui-ci, Nature, il y en a un qui s'appelle Science, il y en a un qui s'appelle, du côté de la médecine, il y a The Lancet, il y a The New England Journal of Medicine. Donc, je n'en nomme que 4, mais sachez qu'il existe des milliers de journaux scientifiques, de revues scientifiques comme ça, et qu'habituellement, elles sont très, très, très pointues. C'est sur des domaines de sciences vraiment spécifiques, sur l'immunologie chez les animaux, sur l'astrophysique des corps stellaires pulsars. Il y a vraiment tout plein de revues scientifiques comme ça, habituellement pour des sujets très, très pointus. Et ce sont des scientifiques très spécialisés dans leur domaine, bien sûr, comme tous les scientifiques, qui publient leurs résultats dans ces journaux. Donc, ce que je vous ai mis à l'écran, ce que je vous ai partagé, c'est sur la découverte d'un fossile qui s'appelle Elpistostège, qui date du Dévonien, donc autour de 375 millions d'années environ. Je vais juste vous montrer rapidement. Il y a habituellement, le titre, c'est presque toujours en anglais, ces publications-là. Il y a le titre, bien sûr, celui-là est relativement simple. Il y en a des beaucoup plus compliqués, parfois impossibles à comprendre pour la majorité des humains. Il faut être spécialisé. Vous avez les auteurs de l'article. Bon, ici, Richard Cloutier, Alice Clément. Les auteurs sont inscrits ici. Si vous regardez bien, il y a toujours des petits exposants 1 et 2. Ça permet d'aller voir, ils travaillent où, ces chercheurs-là. Et si vous allez, dans ce cas-ci, tout en bas de la page, Université du Québec à Rimouski, Collège des sciences, blablabla, en Australie. Donc, c'est souvent de façon internationale. Ce que vous allez trouver toujours en premier, c'est un résumé de l'article. Donc, ce premier grand paragraphe ici, c'est un résumé. Et ensuite, ça part. L'article proprement dit. Celui-là fait 13 pages. Bon, celui-là, c'est des dessins assez faciles à comprendre. On voit une reconstitution du fossile qui était un poisson un peu particulier, description de la nageoire pectorale, description de la nageoire pelvienne, des structures osseuses. On est dans du très concret. Même si ça peut paraître compliqué, moi, je vous dirais que ce n'est pas parce que je connais ce domaine-là, mais on a du très concret, des structures osseuses. On reconnaît une nageoire, on peut deviner une nageoire. Et après, on tombe dans des références. Ils font des références à d'autres articles. Et après, des photos, des dessins,
des annexes particulières. Celui-là, comme je vous disais, parle de choses assez concrètes. Ce sont des fossiles touchables qu'on peut imaginer. En voici un ici qui parle d'antibiotiques. Bon, déjà, le titre, antibiotiques qui inhibe le peptidoglycan. Déjà, on tombe dans du jargon un peu plus technique, mais le principe est le même. Vous avez le résumé de l'article, ensuite l'article comme tel qui se poursuit. Et là, on tombe dans ce cas-ci dans des choses beaucoup plus compliquées, des graphiques, des photos au microscope de bactéries, encore des graphiques et des photos, beaucoup de blabla. Ensuite, ils expliquent la méthode, ils expliquent comment ils s'y sont pris pour obtenir ces résultats-là. Le but est d'être... D'abord, sachez que ces publications-là sont destinées aux autres scientifiques du domaine. Elles sont destinées à d'autres spécialistes qui comprennent très bien tout ce qui est lise là-dedans. Et surtout, elles sont destinées à être le plus transparent possible pour dire, regardez comment j'ai fait ma science, regardez comment j'ai fait cette découverte-là. Si vous voulez vérifier, si vous voulez refaire mes expériences, voici le protocole, voici la méthode. Donc, on publie comme ça clairement tous les détails de comment on s'y est pris, le modèle de l'appareil utilisé pour chauffer les bactéries, les logiciels utilisés pour faire les analyses, etc., etc. Et ensuite, il y a des données supplémentaires. Il n'y avait pas de place dans l'article pour mettre tout ça, donc ils ajoutent ça à la fin. Encore des graphiques à l'infini. Donc, c'est juste pour vous donner un aperçu de la complexité de la science, vous vous en doutez déjà, bien sûr. Mais il faut en être conscient en tant que journaliste scientifique, c'est que ce travail-là de publication, non seulement il a demandé beaucoup de travail en amont, mais lorsque les chercheurs étaient prêts, lorsqu'ils ont dit « OK, on a des résultats, on rédige cet article-là et on le soumet, par exemple, pour être publié dans une revue comme ça », bien, ce n'est pas accepté immédiatement. Il y a à peu près 10 d'acceptation. Donc, 9 articles sur 10 sont proposés à des journaux comme ça et se font carrément passer assez rapidement. Il y a un premier comité qui lit et qui fait « OK, ce n'est pas assez important, soumettez votre article dans une autre revue peut-être un peu moins prestigieuse que celle-ci. » Et sur le 10 qui reste, qui a survécu, ben, l'étape suivante, c'est ce qu'on appelle l'évaluation par les pairs ou la révision par les pairs. Pairs comme dans P-A-I-R-E, les gens du même domaine qui s'y connaissent, d'autres spécialistes. Donc, les éditeurs de cette revue-là vont prendre l'article et vont l'envoyer à 2, 3, 4 réviseurs, des évaluateurs. Et bien sûr, ces gens-là sont choisis pour leurs compétences. Ils s'y connaissent dans le domaine précis de l'article. Et puis, on leur envoie l'article. Ils le lisent, ils le révisent, ils font des commentaires. Et là, il y a comme 3 possibilités. Ou bien ils vont dire « Bravo, c'est du bon travail, ça semble avoir été bien fait, je n'ai pas grand-chose à redire. » Peut-être ajouter quelques détails ici et là. Ça, c'est ce que les chercheurs rêvent. Ça n'arrive pas très souvent. Ce qui arrive plus souvent, c'est les réviseurs vont renvoyer le manuscrit, vont renvoyer l'article avec des demandes de correction, de révision, de réécriture de certains aspects, des questions pertinentes sur « OK, de quelle façon avez-vous fait telle manipulation, etc. » Donc, on cherche sans dire une perfection, mais on cherche quelque chose, on veut augmenter la pertinence et la précision et la transparence de tout ça. Et le troisième scénario possible, c'est un rejet. Les 2 ou 3 ou 4 réviseurs peuvent carrément dire ben c'est pas un article de calibre ou la méthode, la façon dont la science a été faite pour trouver ça n'est pas valable, il y a plein de failles, il y a plein c'est pas assez solide, donc on rejette. Donc, sur le 10 qui restait, il peut en rester peut-être 2 à la fin, 2 à 5 mettons. Tout ça pour vous dire que lorsqu'un article finit par apparaître là-dedans, souvent, c'est plusieurs mois après qu'il a été soumis parce que ce travail-là, ben, des fois, les auteurs doivent retravailler leur article, doivent refaire carrément des bouts de leur étude. Et donc, il y a tout un travail en amont qui se fait avant que ça paraisse. D'où la fiabilité qu'on peut accorder à ce qui apparaît là-dedans. Non seulement les chercheurs ont fait du bon travail, parce qu'ils paraissent dans Nature, mais en plus, il y a d'autres chercheurs qui ont révisé leur travail, qui se sont assurés que c'était du solide et que ça apparaît là-dedans. Cela dit, supposons qu'un nouveau domaine de recherche, quelque chose de moins connu, comme la COVID, désolé d'en parler, on est tous épuisés, mais comme la COVID, qui est quand même très, très récente, on parle de quelques 2 ans, un peu plus de 2 ans. Dans un domaine comme ça,
une première étude qui paraît dans une revue comme ça ou dans n'importe quelle autre revue, une première étude qui arrive et qui affirme, qui démontre que, OK, notre étude a démontré que, je ne sais pas moi, tel vaccin est efficace à 85 par exemple. Tant qu'on n'a pas d'autres études, c'est tout ce qu'on a. Donc oui, on peut en parler. Vous pouvez, vous, en tant que journaliste, parler de cette étude-là. Mais supposons que quelques semaines ou quelques mois plus tard, il y a une nouvelle étude qui vient contredire la première, qui paraît aussi dans un journal valable comme ça, qui vient dire, ben non, le vaccin semble efficace seulement à 55 par exemple. Qui croire? Que faire, vous, en tant que journaliste? À qui on donne la parole? Vous avez deux études qui sont toutes les deux parues dans des journaux, dans des revues scientifiques, avec révision par les pairs, c'est du solide. Donc, à qui je crois en premier? Ben, il n'est pas question de croire. Dans votre travail de journaliste, dans une situation comme celle-là, c'est de présenter les deux, de présenter l'état de la science, de dire, ben, la science, pour l'instant, est dans le flou. On n'en sait trop rien. Il y a une étude qui dit 85 l'autre dit 55 on en est là. Et il va falloir attendre, il faut être patient. Et là, il y a d'autres études qui vont sortir. Quelques semaines après, il y en a une nouvelle qui dit 80, puis une autre ensuite qui vient dire on est à 82 Et là, on commence à réaliser que la première étude à 85, ben, elle n'était pas si mal, alors que celle à 55, probablement qu'il y avait des failles dans l'étude, il y avait des circonstances, je ne sais pas moi, leur volontaire, il y avait un biais quelconque. Peut-être qu'on ne saura jamais pourquoi, mais c'est ce qu'on peut commencer à appeler des données aberrantes, une donnée un peu bizarre qui ne fonctionne pas avec le reste des autres données. Et puis là, je vous donne cet exemple-là. Imaginons que pendant 1 an, comme ça, il y a des études et qu'après, on va utiliser un chiffre rond, après 100 études, il y en a 96 qui disent qu'on est autour de 85 80-85 d'efficacité et qu'il y en a 4 qui disent qu'on est à moins de 55 bien, on n'a plus affaire à un débat comme en politique ou comme en économie. On n'a pas affaire à des points de vue en science. On a affaire à des preuves, à des études qui sont toutes basées sur un travail qu'on espère rigoureux, mais qui, à un moment donné, il y a ce qu'on appelle un consensus scientifique. Et vous, en tant que journaliste, de continuer de donner la parole aux deux, ce n'est plus pertinent et c'est même dommageable parce qu'on n'a plus affaire à deux opinions ou à deux points de vue. La science n'est pas une affaire de point de vue, ce n'est pas une démocratie, la science. Les affirmations doivent reposer sur des preuves. Et quand on est rendu avec 96 études qui disent la même chose, puis 4 qui disent autre chose, ça n'a pas le même poids, ça n'a pas la même valeur. Donc, en termes scientifiques, votre travail, ce serait de dire, ben, si je veux parler, ça ne vous empêche pas d'en parler, ça ne vous empêche pas de dire qu'il y a quelques études qui disent le contraire, mais le consensus majoritaire est lourd et plutôt que ben, ces vaccins-là sont efficaces à 85 Je lance cet exemple-là inventé, hein, je ne parle pas d'un vaccin en particulier. Donc, il faut être conscient de ça, de cette réalité-là, que toutes les voix ne s'équivalent pas en science. Et quelqu'un qui arriverait avec une nouvelle étude qui dit « Oh, moi, je viens de découvrir que ce vaccin-là est efficace seulement à 10 », bien, on espère qu'il a des preuves vraiment solides parce qu'il vient contredire 96 études qui disent qu'on a affaire à un vaccin efficace à 85 Je ne vous dis pas que c'est impossible. Ça peut arriver. D'ailleurs, on l'a vu, les vaccins qui étaient efficaces à 95 en décembre 2020 sont maintenant efficaces à 30 à cause des variants. Puis bon, vous savez de quoi il s'agit. Donc, ça peut arriver, ce n'est pas faux. Mais tout le monde, toutes ces voix divergentes-là ne sont pas des Galilées en puissance qui ont une nouvelle vérité et que tout le monde ignore et puis on tente de les faire taire. Non, Galilée avait des preuves. Galilée avait fait des observations que la Terre et le Soleil et la Lune et tout ça avaient sa place dans le système solaire, une place qui contredisait l'Église. Il avait des preuves. Donc, quelqu'un qui arrive avec une voix divergente en science se doit d'avoir des preuves et des preuves solides. Si vous avez affaire à appelons-le le loup solitaire, si vous avez affaire à un scientifique solitaire qui ne travaille dans aucune université ou aucun centre de recherche reconnu, qui arrive et qui annonce ses découvertes, ou en tout cas ses prétentions, en s'adressant directement à vous, sans avoir publié, sans être passé par ce processus-là de vérification,
ben, il devrait y avoir une alerte rouge très intense dans votre tête qui fait « OK, lui, il n'a pas réussi à publier ces choses par les voies officielles de la science et il tente de passer par moi, journaliste, pour essayer de parler au grand public. » C'est très, très, très suspicieux. Vous devriez vous méfier beaucoup de quelqu'un comme ça. Parce que, ben, justement, demandez-lui, OK, où avez-vous publié? Dans quoi avez-vous publié? Et s'il vous dit « je n'ai pas publié », ben, c'est parce que probablement que ou bien il ne comprend pas comment la science fonctionne, ou il comprend très bien comment la science fonctionne et il sait que ce qu'il tente de publier ne passera pas. Donc, voilà. Alors que s'il a fait un bon travail, si son protocole de recherche est solide, il devrait pouvoir publier. Il n'y a pas de raison. Tout ça pour dire que votre travail de journaliste, c'est... Aujourd'hui, on n'a pas énormément de temps, on pourrait passer des heures à parler de ça, mais votre travail, c'est de vérifier, OK, premièrement, ce que j'entends, ce que ce scientifique-là me dit, est-ce que ça a été vérifié par d'autres scientifiques? Si oui, OK, je vais écouter ce qu'il me raconte. Mais par la suite, c'est de contacter d'autres scientifiques de ce domaine-là. OK, j'ai ce chercheur-là ou cette chercheuse-là qui me dit telle chose, ça me semble un peu contraire à ce qu'on entend habituellement, bien, contactons d'autres scientifiques, demandons-leur leur avis, demandons-leur quel est l'état du consensus scientifique en ce moment dans ce domaine-là. Dans votre domaine, et là, allez pas, si vous avez un article sur l'immunologie, allez pas demander à un paléontologue, allez chercher vraiment un spécialiste du même domaine, un autre immunologiste ou une autre immunologiste, qui vous dira ben, l'état de la question en ce moment, l'état du consensus scientifique, ou ça se peut qu'il n'y ait pas encore de consensus, comme dans plusieurs questions sur la COVID, par exemple, mais l'état des connaissances actuelles est de telle façon, et ce chercheur-là qui arrive, lui, ben, sachez que oui, ça coïncide avec ce qu'on croit maintenant, ce qu'on pense vrai, ou non, c'est vraiment inusité, c'est vraiment bizarre. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, mais il va falloir qu'il y ait des preuves solides pour supporter ce qu'il dit, cette personne-là. Donc, ça, c'est la question des publications. Ce n'est pas un travail facile parce que, surtout si vous n'avez pas une formation scientifique et vous tombez sur des articles comme ce que je vous ai montré à l'écran il y a quelques instants, c'est très complexe, c'est très compliqué à lire, c'est très ennuyeux, je ne vous le cache pas, c'est vraiment endormant à lire ça. Parce que c'est pas conçu pour être intéressant, c'est conçu pour être transparent et véridique et transmettre de l'info brute, de l'information brute aux autres scientifiques. Ce n'est pas conçu pour vous, les journalistes, et pour le grand public. C'est vraiment conçu pour entre scientifiques. Ils diffusent de l'information, ils partagent de l'information comme ça. Donc, vous jouez un peu les espions en allant lire ces choses-là. C'est une blague, ce n'est pas du tout secret, c'est tout à fait accessible. Ce qui s'est passé, par contre, et je termine avec ça, c'est qu'il y a quelque chose de très particulier, c'est que le cas spécifique du coronavirus, ça prenait beaucoup de science, il s'est fait beaucoup de science, il s'est publié beaucoup de choses très rapidement. Et je vous racontais tout à l'heure que l'évaluation par les pairs peut prendre plusieurs semaines ou plusieurs mois. On n'avait pas le luxe d'attendre comme ça. Donc, il y a une pratique qui existait déjà, mais qui a été très, très utilisée au cours des 2 dernières années. C'est ce qu'on appelle les pré-publications. Autrement dit, une équipe de recherche vient de faire une découverte, elle produit un article, et plutôt que de l'envoyer à une revue qui ne va pas prendre tout le processus de quelques semaines ou quelques mois pour approuver l'article, ben, il le publie sur des sites comme, il y en a un qui s'appelle medRxiv, pardon. Attendez une seconde, celui-là aussi, je l'avais préparé. Encore là, je vais tenter de faire vite. Donc, c'est des sites de pré-publication scientifique. Les gens publient... Excusez-moi, je crois que je l'ai publié, mais moi, je n'arrive pas à le voir. Et voilà. OK. Donc, les gens publient là-dedans de preprint, donc pré-publication, dans ce cas-ci pour les sciences de la santé. Et il y a tout plein de sujets, néphrologie, neurologie, nursing, nutrition, bon, il y a tout plein de sujets là-dedans. Autrement dit, ces articles-là, il faut les prendre avec des pincettes. Il faut être prudent. Ils n'ont pas été révisés par des pairs. Ils n'ont pas fait l'objet d'un arbitrage, d'une révision, d'une relecture par d'autres professionnels. Ça a ses bons côtés, ça fait avancer la science rapidement, ça permet d'éviter ces délais-là de plusieurs semaines et de plusieurs mois,
Par contre, ça a le revers de cette médaille, c'est qu'il peut y avoir des bêtises là-dedans. Il peut y avoir n'importe qui peut publier n'importe quoi là-dedans. Donc, il faut être très prudent lorsqu'on consulte des pré-publications, des articles qui n'ont pas fait l'objet d'une révision, parce que justement, il n'y a pas de spécialistes, il n'y a pas des chercheurs du domaine qui se sont assurés qu'on avait affaire à quelque chose de solide et de costaud. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais il faut encore ajouter une couche de prudence avec des publications comme ça. Le but d'une pré-publication, le nom le laisse deviner, c'est qu'éventuellement, elle soit publiée, elle soit révisée, puis que finalement, elle soit officiellement diffusée. Mais dans des situations comme la COVID, où on veut accélérer les choses, il y a cette pratique-là qui a été populaire, disons-le comme ça. Voilà. C'est un petit tour d'horizon très rapide sur la matière de base, la façon dont la science se construit et est diffusée et la façon dont vous, journalistes, devriez l'utiliser. Cossi m'avait dit qu'il fallait laisser la place aux questions. Donc, je termine là-dessus ma petite présentation et je laisse Cossi gérer en grand chef d'orchestre la suite. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Leblanc, pour cette brillante présentation sur le monde en fait de la science, qui est un monde très complexe. Il y a une phrase qui m'a particulièrement intéressé dans la lettre que vous avez publiée dans Le Devoir. Vous dites traiter de science n'est pas facile, j'en sais quelque chose. Pourquoi, selon vous, le traitement de la science n'est pas facile? Justement, ce que je racontais tout à l'heure en présentant ça, ces fameuses revues-là, c'est que les scientifiques, je recommence. Si on remonte à, je ne sais pas moi, il y a 300 ans, ou 350 ans, ou même 400 ans, il était relativement possible pour un même humain de maîtriser à peu près tout le savoir scientifique qui existait à son époque. C'est complètement impossible maintenant. La science a beaucoup avancé et les domaines scientifiques sont de plus en plus pointus, sont de plus en plus vraiment nichés. Donc, il existe des milliers et des millions de scientifiques et c'est presque autant de domaines de science quand on s'y attarde. Chacun est vraiment très spécialisé dans des choses vraiment précises. Et ils ont quelques autres spécialistes du même domaine et ils peuvent se comprendre entre eux. Mais à cause de ça, parce qu'ils travaillent dans des domaines bien précis, avec des réalités vraiment particulières, ils ont développé un langage. Ils ont donné des noms à ce qu'ils étudient. Si je vous lance quelques termes un peu incompréhensibles de la paléontologie que moi je connais, mais il y a on travaille avec voyons, excusez-moi, le nom m'échappe, c'est tellement compliqué. Bon, quand on s'intéresse au degré de parenté des fossiles par rapport aux espèces d'aujourd'hui, il y a des termes comme synapomorphie, puis des choses comme ça. Entre paléontologues, on se comprend. Mais je n'utiliserai jamais le mot synapomorphie dans un texte pour mes lecteurs, pour le grand public. Je vais utiliser des synonymes ou des choses plus simples. Et ça, c'est un univers que moi je connais, mais après ça, il y a l'immunologie, puis l'histoire, et puis l'anthropologie, et puis tous ces domaines de sciences-là, la nutrition, tous ces domaines de sciences-là qui ont aussi tous leurs termes et leur jargon, et encore plus leur culture, puis leur façon de penser. Donc, on ne peut pas, nous, en tant que journalistes, être bons dans tous ces domaines-là. C'est complètement impossible. Même un journaliste scientifique ne peut pas être bon dans tous ces domaines-là. C'est impossible. Donc, c'est ce que je voulais dire quand j'écrivais « j'en sais quelque chose », c'est qu'à chaque fois que moi, je n'écris bien sûr pas toujours sur mon domaine qui est la paléontologie, j'écris sur tout plein d'autres domaines, l'astrophysique, les mathématiques. Je dois plonger et faire travailler fort mon cerveau à chaque fois que je tombe dans un nouveau domaine parce que je dois d'abord apprendre la base, le langage et leur façon, les données de base de ce domaine-là, avant ensuite d'interviewer mes chercheurs puis de tenter de comprendre ce qu'ils me disent. Puis même avec un pré-travail, je suis régulièrement en train de leur poser des questions un peu stupides OK, mais là, définissez-moi ça, je ne comprends pas ce que vous me dites. Donc, c'est beaucoup de travail pour parler de peu de choses souvent en sciences. Donc oui, j'en sais quelque chose, c'est compliqué. Le thème de ce webinaire, c'est quelles sont les erreurs que doivent éviter les journalistes généralistes qui abordent la science ou traitent de science. Et ma question, c'est quelles sont les erreurs en fait que ces journalistes commettent et qu'on peut déjà énumérer? Oui, bon point. Si j'essaie d'en énumérer quelques-unes. La première erreur, c'est de ne pas être conscient de comment ça fonctionne du côté de la science, ce que je vous ai raconté pendant 30 minutes.
ne pas savoir ça, c'est déjà une erreur en partant. Il faut être conscient de comment fonctionne la science, comment le savoir est généré et que toute parole ne se vaut pas en science. Il existe des consensus, il peut y avoir des données aberrantes qui arrivent, des données divergentes. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises, mais elles ne devraient pas avoir voix au chapitre autant. Donc déjà, de donner la parole à tout le monde qui veut parler du sujet, déjà, c'est une première erreur. Il faut s'assurer qu'on donne la parole à des gens qui sont au courant du consensus. Ça n'empêche pas de donner la parole à des voix divergentes, mais comme je vous disais, c'est de s'assurer que ce qu'ils disent repose sur des preuves solides, qu'ils ont fait un bon travail de scientifique derrière ça. Donc, première erreur à éviter, donner la parole à n'importe qui, n'importe qui se prétend expert dans un domaine. Deuxième erreur, et même moi je la fais encore souvent, c'est d'oublier de demander, quand vous interviewez une chercheuse ou un chercheur, d'oublier de lui demander quels sont ses potentiels conflits d'intérêts. Et moi, j'oublie, une fois sur deux, j'oublie de le faire, mais c'est de demander aux chercheurs, vous êtes payé par qui? Ou par quoi? Et puis, eux, ils le font déjà. À la fin d'un article scientifique, il y a des déclarations sur les potentiels conflits d'intérêts. Si quelqu'un vous dit, si vous interrogez quelqu'un, je vais sortir de la COVID, mais vous interrogez quelqu'un sur le sirop d'érable, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un sirop qu'on a ici au Québec, et qu'un chercheur a fait des études et a découvert des vertus pour la santé du sirop d'érable, demandez-lui, vous êtes payé par qui? Et s'il vous dit, je suis payé par les producteurs de sirop d'érable eux-mêmes, et j'ai trouvé des vertus bonnes pour la santé, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça ne veut pas dire que c'est faux, mais il faut en être conscient. Il a été payé par des gens qui ont des intérêts à vendre plus de sirop d'érable, par exemple. Donc, c'est toujours comme ça de lever des petits drapeaux d'alarme chez vous, le journaliste, et d'être conscient de ça. Donc, deuxième erreur, c'est d'oublier de demander et de l'écrire carrément dans votre article. Vous écrivez, ce chercheur-là a découvert que le sirop d'érable est bon contre telle maladie. Ces recherches financées par les producteurs de sirop d'érable du Québec. Donc, mentionnez-le en toute transparence à vos lecteurs. Donc, ça c'est important. Je crois que pour vous, journalistes réguliers, je crois que on est peut-être moins dans l'inconnu dans ce cas-ci. Je crois que c'est normal pour vous de faire ce genre de précision-là dans vos articles. Peut-être en trouver une troisième erreur, c'est de donner la parole à un seul chercheur ou une seule chercheuse dans vos textes. Si un chercheur vous dit quelque chose, ben, prenez le temps d'en appeler un autre ou d'écrire à quelqu'un d'autre pour lui demander j'allais dire son opinion, ce n'est pas une question d'opinion, mais l'état de ses connaissances à lui, puis qu'est-ce qu'il pense de ce que vous vous apprêtez à publier. Dans l'idéal, et ce qui arrive bien souvent, c'est l'autre personne va vous dire « oui, c'est du bon boulot, c'est une belle avancée dans le domaine. » Idéalement, allez chercher essayez de trouver un chercheur qui n'est pas proche du premier que vous interviewez, autant géographiquement qu'en termes d'affiliation ou de partenariat, mais qui s'y connaît dans ce domaine-là. Donc, autre erreur à éviter, c'est de donner la parole seulement à une personne. Donc, ça va c'est un peu contradictoire avec la première. Je vous disais de ne pas donner la parole à tout le monde, mais là, je vous dis, ne donnez pas la parole à une seule personne non plus. Donc, il faut vraiment être à l'affût, avoir un esprit très critique de qui a une parole valable, à qui je peux parler. Et d'avoir la parole d'une personne, c'est intéressant. Si vous avez un deuxième chercheur ou chercheuse qui peut venir confirmer ce que le premier dit, ben allez-y, c'est très pertinent. Et à l'inverse, si vous avez un autre chercheur qui, lui, vient contredire, il dit, ça va un peu à l'encontre du consensus, ce qu'il dit là, c'est important de le mentionner. Puis une dernière, peut-être, je reviens avec mon exemple de 96 études qui disent quelque chose et 4 qui disent autre chose. L'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas le révéler à vos lecteurs. Dites-leur, ce que je vous dis, ce que je vous écris en ce moment est supporté par 96 études et contredit seulement par 4. Voilà, c'est ce que je suggérerais. Et lorsqu'on travaille sur une thématique donnée ensemble, lorsqu'on couvre un aspect de la science, comment être sûr de choisir des bons experts? Est-ce qu'il faut faire appel à des experts les plus éminents dans la matière
ou est-ce qu'il faut essayer de jouer un peu l'équilibre? Ouais. Le défi principal, c'est de tenter de ne pas se fier seulement à l'autorité des gens ou à leur prestige ou à leur pedigree. Il y a des chercheurs de renommée qui ont gagné des prix Nobel et qui disent des bêtises. Maintenant, ça se peut. La bêtise est humaine. Même les Nobelisés peuvent être stupides. Ça arrive. Donc, il ne faut pas se fier. Votre travail, c'est de ne pas donner la parole à quelqu'un à cause de ses titres ou à cause de son expérience, mais à cause de ce qu'il a fait et qu'il a bien fait. Donc, vous donnez la parole à un chercheur parce que les travaux qu'il vient de publier semblent solides et semblent bien faits, et non pas parce que les 200 autres travaux précédents avaient l'air bien faits. Donc, c'est vraiment, un chercheur doit constamment, entre guillemets, refaire ses preuves. Il doit toujours être solide, toujours être rigoureux. Et comment faire pour les trouver? Bien, déjà, si vous faites un peu de recherche sur le web, sur votre chercheur ou votre chercheuse ou votre scientifique, et vous constatez qu'il a très peu publié, c'est vraiment la base de tout. Hein, ça a ses mauvais côtés, mais ça a l'avantage de, OK, quelqu'un qui publie dans une revue qui se respecte, je peux lui faire confiance. Il est passé à travers ce processus rigoureux-là. Cela dit, c'est des humains. Les humains ont des failles. Même ces fameuses revues-là que j'auréole presque depuis tout à l'heure, ben, il y a eu des erreurs. Il y a des articles qui ont été rétractés dans l'histoire de la science, très souvent d'ailleurs, parce qu'après coup, on réalise qu'il y avait des erreurs dans un article et puis on le retire. Il y a aussi, préparez-vous, et là on pourrait en parler encore une heure, mais il existe des fausses revues. On les appelle des revues prédatrices. Ces revues-là proposent aux chercheurs qui ont de la difficulté à publier, souvent des jeunes chercheurs qui n'ont pas encore réussi à se faire un nom, elles leur proposent simplement de envoyez-nous votre article, payez-nous, c'est à but lucratif tout ça, payez-nous, envoyez-nous votre article, et il n'y aura même pas de révision par les pairs, on publie puis on diffuse. Donc, ces fausses revues-là, ces revues prédatrices sont difficiles à repérer. Il existe des index, des listes de revues prédatrices. Donc, si vous tombez sur un article dans Nature, ça va. Dans Science, il y a un certain nombre de revues qui existent depuis plus de 100 ans et qui sont fiables. Si vous tombez sur quelque chose, un titre du genre The Journal of Experimental Biology, je dis n'importe quoi, mais j'essaie d'en inventer un, dont vous n'avez jamais entendu parler, faites une recherche, essayez de voir avec des mots-clés du genre le titre de la revue et le mot revue prédatrice ou fausse revue, et essayez de voir si ça a déjà été listé chez les fausses revues. Donc voilà, je crois que ça révèle assez bien que parler de science en tant que journaliste, c'est pas simple. Il faut être formé pour ça, ou un minimum, il faut être au moins informé sur ces réalités-là, et que tout ne se vaut pas dans tout ce qui est publié en sciences. Nous avons deux questions des participants, des journalistes qui nous suivent. Cette question a été posée dans la vidéo, sous la vidéo en direct sur Facebook. Pourquoi ne doit-on pas donner ce détail au lecteur? En quoi c'est mauvais? Je fais allusion à l'exemple 9604. Non, ce que j'ai dit, c'est le contraire. Il faut donner ces détails. Il faut en toute transparence présenter à nos lecteurs, regardez, ce que je vous dis aujourd'hui, ça fait partie du consensus scientifique. Et qu'est-ce que j'entends par consensus? Il y a 96 ou 900 000, mais peu importe, mais il y a 96% des études qui disent que ce que je vous dis est vrai, et il n'y en a que 4% qui disent que c'est faux. Donc oui, il faut l'exposer en toute transparence au lecteur, mais il y a quand même le revers de la médaille ou le double tranchant de tout ça, c'est de s'assurer que le lecteur ne va pas dire « Oui, mais les 4 sur 100, qui nous dit que ce n'est pas eux qui ont la vérité? » Parce qu'un lecteur pourrait dire ça. Donc, c'est vraiment de le présenter, de faire un peu d'éducation scientifique au lecteur aussi, de lui expliquer que 96% des études confirment ce que je vous dis là. C'est du costaud, parce que ça veut dire que chacune de ces études, de ces 96 études-là, a été révisée par les pairs, est solide, etc., etc. Ça ne veut pas dire que les 4 autres ne sont pas solides, mais elles sont minoritaires. C'est comme si je vous disais, on s'apprête, on est en forêt, dans un gros véhicule, on s'apprête à
traverser un pont qui a l'air très mal en point et que dans votre véhicule, il y a 96, il y a 100 ingénieurs dans votre véhicule et qu'ils vont tous regarder le pont, ils l'analysent et il y en a 96 d'entre eux qui disent « Ne traversons pas ce pont, il a l'air dangereux, il va s'écrouler » et qu'il y en a 4 d'entre eux qui disent « Non, non, le pont est solide, on peut y aller. » À qui vous allez faire confiance? C'est un peu une image un peu enfantine, mais je crois que ça répond peut-être à la question. Encore une autre question d'un participant, je la lis assez rapidement. Il y a une baisse d'intérêt pour le journalisme scientifique. Qu'est-ce qui justifie cela et comment intéresser de plus en plus les journalistes généralistes à s'intéresser aux questions scientifiques? Comment amener les journalistes généralistes à s'intéresser en fait à la science? Oui, c'est une excellente question et j'y consacre ma carrière. Et je n'ai malheureusement pas de réponse toute faite. Je crois que la crise des 2 dernières années a révélé l'importance de bien traiter de la science et a révélé donc l'importance de le faire et l'intérêt qu'il y a à le faire. Je crois que les journalistes généralistes qui ne s'y intéressaient peut-être pas tant que ça ou n'y voyaient pas d'importance à s'intéresser à la science, réalisent que la science peut avoir des impacts vraiment concrets dans nos vies. On l'a tous vécu. Ce n'est pas que... Et ça dépend bien sûr des domaines scientifiques. Je vous avoue qu'en astronomie, les dernières découvertes sur un pulsar il y a à 5000 années-lumière d'ici ont très peu d'impact sur notre quotidien. Donc, les journalistes généralistes ne voient pas trop l'intérêt de parler de ça, ou même s'ils en parlent, ils ne voient pas trop l'intérêt d'en parler correctement, comme je vous le raconte depuis tout à l'heure. Parce que, qu'est-ce que ça change finalement? Alors que là, on parle d'une pandémie, d'un virus dangereux, etc. Et la prochaine va venir, hein, des pandémies, il y en aura d'autres. Donc, désolé d'être messager de mauvais augure, mais et je crois que c'est en réalisant les impacts très concrets sur la société, les impacts très concrets de la science sur la société que les journalistes vont réaliser l'importance de bien en parler et de bien traiter la science, je crois. Comment intéresser maintenant plus de journalistes à le faire? Parce que là, je viens de souligner l'importance de le faire, mais l'intérêt pour le faire, je le cherche. Parce qu'habituellement, les gens qui sont allés vers le journalisme sont intéressés aux communications, sont intéressés aux relations, la société, ce genre de choses-là. Ce n'est pas des cracks de science, ce n'est pas des amoureux de la science au départ. Donc, il faut leur faire aimer la science et ça, je pense que ça commence dès l'école élémentaire, dès l'école primaire. Il y a toute une façon, mais là, bon, on ne réglera pas ça aujourd'hui, mais il y a, je crois, une valorisation générale de la science dans la société qui manque, en tout cas moi, dans mon univers à moi. Et ça découle, ça percole dans tous les domaines, incluant le journalisme. La plupart des... je vous ai parlé d'entrée de jeu tout à l'heure de la chronique d'une journaliste québécoise qui a écrit des inexactitudes. Oui, il y a le problème de cette personne-là qui a écrit ça, mais il y a aussi le problème de la direction du journal où elle écrivait, qui a laissé passer ça puis qui a publié ça. Parce qu'à la rédaction d'un journal, il n'y a personne qui s'y connaît en sciences, en tout cas pas ici. Et ils s'en foutent carrément, ils n'en voient pas l'importance ou pas encore. Donc, je crois que plus il y aura de problématiques et plus il y aura de drames sociétaires, planétaires, en lien avec la science, plus ça va réveiller des gens et plus on va considérer que c'est important de OK, j'ai un sujet scientifique à couvrir, je ne vais pas envoyer mon journaliste généraliste, je vais envoyer mon journaliste scientifique couvrir ça. Ici au Québec, il ne viendrait pas à l'idée d'un rédacteur en chef de confier un article sportif, couvrir un événement sportif par quelqu'un d'autre qu'un journaliste sportif. Oui, c'est clair. Par contre, on va envoyer n'importe quel généraliste couvrir une nouvelle scientifique. Alors, il y a 2 poids, 2 mesures. Donc, le sport est plus important que la science pour certaines rédactions. Donc, voilà. Je n'ai pas la réponse claire et facile à cette question-là. J'y travaille. J'en sais rien. Nous sommes à la fin de cette session, mais nous avons autant de questions. Nous allons juste prendre 2 et terminer la session. Il y a autant, mais nous allons continuer les conversations. Vous pouvez toujours envoyer mes questions dans mon mail ou
sur la plateforme ou dans le groupe privé sur Facebook, je me ferai le devoir de les envoyer à M. Leblanc et vous faire retour des réponses qu'il m'aura fournies. Quand nous avons la place et le temps, est-ce qu'il est intéressant de décrire la méthodologie de l'étude qui a été utilisée pour les lecteurs? Je vous vois en train d'écrire. Oui, j'allais répondre à cette question-là, mais je vais y répondre en direct. Amélie David. Intéressant, rarement. La méthodologie d'une étude, c'est rarement intéressant. C'est des manipulations de labo puis du temps d'ordinateur. Pertinent, oui, ça le serait. Je pense que votre défi en tant que journaliste, c'est de tenter de rendre ça intéressant, ou peut-être de cerner rapidement quelques faits saillants, quelques morceaux intéressants de ça. Parce que, si vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai fait défiler un article scientifique sur des antibiotiques et dans la partie méthodologie, à la fin, ça faisait plusieurs pages. Donc, et on tombe dans des technicalités. C'est le modèle de l'appareil, puis l'année de l'appareil, puis la version du logiciel utilisé. Donc, il y a beaucoup de technicalités, de détails ennuyants. Mais donc, est-ce que c'est intéressant de décrire la méthodologie? Rarement. En fait, je vous lance le défi de le rendre intéressant. Est-ce que ce serait pertinent? Oui, bien sûr. Ça serait de présenter à vos lecteurs le sérieux de la recherche derrière. Puis surtout, de démontrer que les scientifiques ont été transparents et qu'ils ont exposé leur protocole, ils ont montré comment le faire pour s'assurer qu'on puisse le vérifier, puis le valider, puis tenter de répéter l'expérience, puis de faire « Ah ben oui, moi aussi, je retombe sur le même résultat. » Mais bon, voilà. Ma réponse courte, c'est intéressant, non. Pertinent, oui. Ce sont les dernières questions, M. Leblanc. Est-ce qu'on peut écrire un article scientifique avec des références, comme c'est le cas des notes de bas de page? Ça, c'est une question qui a été posée via Zoom par le journaliste Bastien Lepouza. Mais après cette question, moi, j'ai envie de vous demander, lorsque vous lancez un plaidoyer dans votre lettre qui a été publiée dans Le Devoir et que vous demandez que les journalistes soient formés en sciences, j'ai envie de vous poser la question, comment se forme-t-on au journalisme scientifique? Ben, la première question rapide de M. Lokusa, est-ce qu'on peut écrire un article scientifique avec des références, comme c'est le cas des notes de bas de page? Moi, j'essaie d'éviter ça. En fait, ça aurait la vertu d'être très rigoureux, de permettre au lecteur d'aller voir de remonter aux sources puis d'aller voir l'article scientifique. Cela dit, le lecteur le fera à peu près jamais, parce que même s'il le fait, même s'il clique sur le lien ou s'il va voir, c'est indéchiffrable pour monsieur, madame, tout le monde. Je crois que le défi, c'est de tenter de le faire sans alourdir le texte. Maintenant, avec le web, c'est facile. Il suffit de mettre un hyperlien. Un mot peut devenir souligné, puis quelqu'un qui s'y intéresse peut cliquer puis aller voir. Mais je n'alourdirai pas le texte en écrivant d'où vient la référence. À la limite, un petit exposant avec une note de bas de page, c'est déjà un bon compromis. Mais oui, ça se fait, mais moi, j'en vois pas la pertinence parce que le lecteur moyen n'ira pas voir ces ressources-là. Mais bon, ça ajoute de la crédibilité et de la rigueur. Et puis, comment se forme-t-on au journalisme scientifique? Ça aussi, c'est une très bonne question. Ici, au Québec, on n'est pas très nombreux, là, on est peut-être une cinquantaine de journalistes scientifiques à travailler régulièrement dans ce domaine-là. Et je dirais qu'on est à peu près la moitié, environ, la moitié qui a d'abord une formation en sciences et qui s'est intéressé à communiquer tout ça, puis nous sommes devenus journalistes scientifiques. Et l'autre moitié a une formation en journalisme, de généralistes, comme on mentionne depuis tout à l'heure, mais se sont spécialisés, s'intéressent, eux, à la science, puis sont devenus journalistes scientifiques. Les deux parcours se valent. Il y a des excellents journalistes scientifiques dans ces deux profils-là. Et je ne saurais dire, moi, je suis du clan des scientifiques qui écrivent, il y a le clan des journalistes qui font de la science. Je crois que quand on comprend l'importance de toute cette rigueur-là que j'expliquais tout à l'heure, puis le processus, je crois qu'en ayant une formation d'abord scientifique, j'ai peut-être cette longueur d'avance-là de savoir comment se construit la science, puis d'être familier, pour moi, c'est un outil de travail naturel pour moi, ça, parce que j'ai une formation en sciences d'abord. Quelqu'un qui a une formation en journaliste doit ensuite apprendre ça en plus. Mais bon, dans les deux cas, ça se vaut. Il y a des cas, comment dire,
je crois que c'est probablement très spécifique à votre pays, à l'endroit où vous vivez, comment on se forme en journalisme scientifique. Je sais qu'en France, par exemple, il y a carrément des écoles de journalisme scientifique. La formation universitaire est vraiment pour ça, pour devenir journaliste scientifique. Nous, au Québec, on n'a pas ça. Ou bien on est scientifique et on devient journaliste, ou bien on est journaliste et on devient journaliste scientifique. Mais ça n'existe pas. Oui, je crois que mon plaidoyer, donc, je soulignais l'importance d'être bien formé en sciences. Oui, de bien formé en sciences pour parler de sciences lorsqu'on est journaliste. C'est ça. Que vous soyez journaliste généraliste et que vous trouviez votre propre façon de vous former en sciences en discutant avec des gens comme moi ou en y allant sur le top et en lisant sur le sujet, moi, c'est déjà beaucoup mieux que rien. C'est déjà de vous éveiller à ça, vous éveiller à la façon dont la science se construit et que tout débat n'est pas, je veux dire, en science, il y a peu de débats et ce n'est pas comme un débat politique. Mais déjà, d'avoir cette conscience-là, c'est le minimum. Donc, je ne saurais pas quoi dire de plus de comment on devient journaliste scientifique, mais ça varie probablement d'une région à l'autre. Monsieur Leblanc, merci infiniment. Merci pour toutes ces connaissances et tous ces conseils, ce bel échange et ce bon moment que nous avons passé ensemble à discuter de ce beau métier, le journalisme scientifique, qui est méconnu, mais qui est très essentiel et dont nous avons trouvé l'importance au cours de ces 2 années où la pandémie du COVID-19 a bouleversé, non pas seulement le monde, mais a bouleversé aussi la façon dont nous, les journalistes, nous travaillons. Merci sincèrement pour votre disponibilité. Vous l'avez dit, 1 heure ou 45 minutes est tellement insuffisante pour aborder toute cette thématique. Je pense que nous aurons à l'avenir d'autres sessions au cours desquelles nous allons encore discuter du journalisme scientifique, mais sous d'autres angles. Merci encore une fois. Merci aussi à tous les panélistes qui ont participé, à tous ceux qui ont posé des questions via Facebook, via Zoom. N'hésitez pas à me les envoyer si vous en avez d'autres via mon mail ou soit sur Facebook ou dans les canaux qui sont connus. Je n'hésiterai pas, si besoin y est, de les envoyer à M. Leblanc, qui est toujours disponible à aider les confrères qui souhaitent naviguer dans le monde en fait du journalisme scientifique. Je vous donne rendez-vous dans le forum. Pour ceux qui ne sont pas encore membres, je vous invite à rejoindre cette belle communauté de journalistes francophones au sein de laquelle nous partageons des opportunités d'information pour les journalistes et aussi nous discutons de comment faire avancer notre métier. Bon après-midi, bonne fin de journée. Oui, à tous et à toutes et à la prochaine. Au revoir, M. Leblanc. Merci. Merci encore. À une prochaine. À une prochaine.